Bonjour à tous, je vais vous partager 5 décisions de mon choix pour le mois de mai 2025. On va parler de fautes disciplinaires, maintien de salaire en maladie, surveillance illicite, prescription des salaires et une histoire locale d'un temps partagé. Une salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle parce qu'elle avait des résultats très en dessous de ses collègues, malgré des alertes, un plan d'action, un plan d'accompagnement. Le juge confirme. Mais à côté de cela, il y a un autre problème. L'entreprise avait mis en place des systèmes d'écoute des salariés et de vidéosurveillance dont la salariée n'avait pas été informée. Même si la CNIL a été prévenue après coup, c'est trop tard. La seule atteinte à la vie privée suffit à ouvrir droit à réparation. Le juge en évalue uniquement le montant, pas l'opportunité. En arrêt maladie, il existe un dispositif légal de maintien de salaire après 1 an d'ancienneté. 90% du brut pendant 30 jours, puis 2/3 du brut pour les 30 jours suivants. Ici, une salariée en arrêt conteste le calcul. Oui, cette salariée est comptable. L'entreprise, elle, invoque une garantie au net. Elle réduit le complément pour éviter que la somme finale dépasse le salaire habituel de la salariée. Sauf que ce n'est pas conforme. Pour la Cour de cassation, même si le salarié touche plus qu'en travaillant, peu importe, la règle, c'est un calcul sur le brut. Point final. Pas de date, pas de faute, pas si simple. Une salariée est licenciée pour faute grave par son futur ex-mari, agent d'assurance. Elle aurait dénigré l'entreprise, demandé à une collègue de mentir, contesté agressivement ses décisions. Mais la lettre ne mentionne pas les dates des faits reprochés. Les juges d'appel estiment alors que les griefs sont trop vagues. Le cabinet d'assurance est condamné à lui verser 20 000 € d'indemnité. Erreur, dit la Cour de cassation, l'absence de date n'invalide pas une lettre de licenciement. Ce qui compte, ce sont des faits précis et vérifiables. L'employeur pourra, en cas de contestation, s'en expliquer devant les juges. En mai 2020, une salariée réclame des rappels de salaire. Son contrat a pris fin en novembre 2019. Problème, l'employeur dit que ses demandes avant mai 2017 sont prescrites. Cet arrêt est intéressant car cet argument est souvent utilisé en justice. La demande ne peut remonter qu'au titre des 3 ans précédant la saisine du Conseil de prud'homme. Mais la Cour de cassation rappelle que la prescription triennale permet de réclamer jusqu'à 3 ans avant la rupture, pas uniquement 3 ans avant la saisine. Autre point crucial, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle de paye. Ce n'est donc pas la date où l'heure a été travaillée qui compte, mais la date où elle aurait dû être payée. Amélie, ingénieure hygiène, sécurité et environnement, passe de l'intérim chez GEG à un contrat temps partagé avec l'entreprise Mon CDI pour retourner le lendemain au même poste, même bureau. En langage d'entreprise, on parle souvent d'embauche de consultants. Cette mise à disposition d'un emploi qualifié n'est autorisée que si l'utilisateur ne peut pas recruter lui-même en raison de sa taille ou de ses moyens. Or GEG, grosse régie locale, avait les moyens d'embaucher une ingénieure. Le montage devient alors une simple fourniture de personnel à but lucratif et l'on tombe sous le joug du prêt de main-d'œuvre illicite et de marchandage. Par contre, l'ingénieur ne peut pas demander la reconnaissance d'un CDI auprès de GEG. La passerelle ne vaut à ce moment-là que pour l'intérim, pas pour le temps partagé. Mai a été un mois bien chargé, j'ai forcément dû laisser quelques décisions de côté. Si j'en ai oublié une qui vous paraît importante, glissez-la en commentaire qu'on en discute.